Salut YouTube, salut les petits poissons, c'est Zaki. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau react sur la nouvelle vidéo, enfin le documentaire de Combini sur les jeux vidéo, la plus grosse crise de son histoire. On va regarder tout ça et puis on va en discuter tout du long. Voilà. C'est parti. Les jeux vidéo, c'est quand même vachement bien. C'est vrai. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident de s'assumer gamer. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Depuis, les mentalités ont changé. Les joueurs et joueuses sont partout et les jeux sont devenus toujours plus beaux. C'est vrai qu'avant, quand même, dès que tu disais que tu jouais à un jeu, t'avais l'impression qu'on te mettait dans un truc en mode putain, il va gâcher sa vie, c'est finito, il est mort. Toujours plus grand, toujours plus envoûtant. Faudrait que je le fasse celui-là. Et ça, l'industrie l'a bien compris. Regardez, là on est en décembre 2023 au Game Awards. Good evening everyone and welcome to the Game Awards. C'est l'équivalent des Oscars mais pour le jeu vidéo. Sur scène, l'homme tout sourire, c'est Jeff Keighley, créateur de l'événement, ancien journaliste et marketeur le plus connu de l'industrie. Là on le voit super content en 2023, super content en 2022, super content en 2021, 2020, 2019, 2018. Et là en 2012 avec des paquets de Doritos, mais ça c'est une autre histoire. Ah ouais. Sure, Revenons à 2023. Ça Parce qu'il a évolue. bien raison d'être super content de Jeff Keighley. L'année a été absolument exceptionnelle pour le jeu vidéo. Avec des titres comme Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Spider-Man j'ai 2, jamais fait, Hogwarts faut que je le Legacy, fasse. ou Il a encore trop bien. Baldur's Gate 3. qui vient justement de gagner le prestigieux titre de GOTY, Game of the Year. Alors, Thank you. encore une fois, unpopular opinion. Baldur's Gate 3 est très bien en termes de jeu et tout. C'est très cool. Mais j'ai pas accroché. Genre, c'est pas. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Après, mérité. Game Award, mérité. Meilleur jeu, mérité. Mais franchement, pas accroché. C'est trop long. Moi, j'ai un cerveau Thank you. TikTok. Thank you so much. Le jeu vidéo dans le monde en 2023, c'est 184 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un chiffre qui dépasse de très très loin les 34 milliards du cinéma ou encore les 28 milliards de la Énorme quand musique. même. C'est énorme. Bon, vous l'avez compris, le jeu vidéo, c'est une véritable machine à cash. Alors c'est bien normal que tous ces gens soient heureux. Sauf que, Ah, il y a eu full licenciement. en 2023, l'industrie a subi l'une des plus grosses vagues de licenciements de son histoire. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Ouais, quand En même. 2022, ils étaient déjà 8 000, et en 2024, à l'heure où l'on écrit ces lignes, on compte presque 13 000 licenciements. Ah, depuis attendez, janvier. lui il faisait Cela du concerne montage là, attendez. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi. En 2022, Je reconnais ils la étaient déjà timeline, 8 000, attendez. et en 2024, à l'heure où l'on écrit ces lignes, Là, regardez là. Là, c'est une timeline là, ça fait du montage là, j'ai on compte l'impression. presque 13 000 licenciements depuis janvier. Cela concerne tous les studios. Vous vous souvenez du génial Spider-Man 2, le jeu qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires en quelques mois? Eh bien, ça n'a pas empêché la maison mère Sony de virer des gens de Insomniac, le studio qui a développé le jeu. Riot Games, l'éditeur du très populaire League of Legends, 530 personnes licenciées, 11% Ah ouais de la masse salariale. Epic Games, le Sérieux géant qui possède Fortnite, le jeu en ligne le plus joué au monde, 830 emplois supprimés, 16% des effectifs. Attends, par contre, ça c'est abusé ça. Les mecs ils se font des sous à en crever et ils trouvent quand même le moyen de supprimer des postes quoi, c'est une dinguerie. Et à cette trop longue liste, on peut ajouter globalement tout le monde. Des éditeurs géants, des structures européennes, américaines, des constructeurs et tout un tas de studios plus modestes. Mais alors comment ? Comment une industrie aussi lucrative, aussi prolifique, aussi Ça vive les passionnée indés, hein. semble d'un côté vivre le grand amour financier et de l'autre écrémer un à un ceux qui créent au quotidien nos jeux vidéo favoris? C'est la grande question à laquelle on a voulu répondre. Bah logique, ils ont recruté à Donf pendant le Covid et la spéculation a fait tout péter. Ouais mais moi je comprends pas ces entreprises qui étaient en mode putain pendant le Covid, let's go, c'est maintenant, c'est notre moment. Mais non en fait. Non, tu continues ta progression comme d'hab. Hein. C'est pas parce que tout le monde est à la maison que tu dois forcément recruter à Donf, quoi. Attendez. Je mets en dessous, là, voilà. Comme ça. On a C'est demandé bon. à des C'est bon, c'est employés, bien passé. Oui, c'est bon. bonjour. des petits patrons, des plus gros patrons, des experts et bien sûr des ex-employés, est-ce que l'industrie du jeu vidéo Bon. ne serait pas arrivée à un game over? Alors,
Avant de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Un tout petit peu seulement, à une époque pas si lointaine quand on était coincé chez nous. Nous sommes en confinement quasi total, les rues sont désertes ou presque, les déplacements limités et très encadrés. Et pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait? FIFA, Call of, Bah, on jouait aux jeux vidéo. Donc moi je suis journaliste jeux vidéo dans un des sites Bonjour, historiques Gauthier. français Gamecult à l'époque de l'explosion du Covid. Et je crois que mon premier souvenir de ça, c'est de voir l'explosion de nos chiffres sur tout ce qui est consultation de tests, consultation de news, de preview, de machin, etc. Ouais, c'était vraiment une période intéressante de ce point de vue-là parce que non seulement on voyait plus de gens jouer, mais on voyait aussi le traitement médiatique évoluer. D'un coup, le jeu vidéo, ça devenait cette espèce de remède miracle à l'isolement, ce truc qui permettait en fait de maintenir un lien social et de maintenir une certaine forme de bien-être. Le jeu vidéo devient la mais j'ai meilleure Animal manière Crossing. d'utiliser C'est vrai que ça a tout ce pété, temps ça. libre. Si ce n'est pas vous-même, vous connaissez forcément quelqu'un qui a craqué toutes ses clochettes dans une Switch Oui. pour ensuite rembourser son Lauriane. prêt à Tom Nook dans Animal Crossing. Lauriane. C'est mon premier Animal Crossing. Et pourtant je trempe dans le jeu vidéo depuis, voilà. Mais à un moment il y a aussi un effet d'entraînement, quoi. Tu t'y retrouves, tu te montres des fringues, des choses que tu peux plus du tout faire dehors, que je fais d'ailleurs pas dans mon temps libre d'habitude. La patate, merci pour le lurk. Des biou-biou. Ouais, Animal Crossing New Horizons, c'est le carton du confinement. Sorti en mars 2020, le jeu de Nintendo va s'arracher à 13,4 millions d'unités dans le monde en seulement 6 semaines. 13,4 Un millions. carton. D'ailleurs, il y a même un couple qui s'est marié dans le jeu, à défaut de pouvoir le faire en vrai. Oh les bébous. Certains allument une Switch pour la première fois, les petits joueurs du dimanche deviennent de vrais geeks, et les gros joueurs sont Hades. au paradis. Hades. On a vu un temps hebdomadaire de jeux vidéo, nous on le suit au CEL, bah oui, qui est passé à 9h50 par semaine pour donner des chiffres. Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, celui qui regroupe tous les géants de l'industrie en France. Et en effet, Ah ouais ils seront là pour nous donner des chiffres. D'ailleurs, autre chiffre. Je sais même pas. Selon une étude américaine, durant le confinement, le temps passé devant les jeux vidéo a augmenté de 39% dans le monde. Avec l'apparition de nouveaux joueurs et joueuses de part et d'autre du globe, l'industrie a profité d'un boom financier énorme. À tel point que le chiffre d'affaires global dans le jeu vidéo a explosé de 26% entre 2019 et 2021. Nintendo a par exemple signé les meilleurs résultats de toute son histoire en Bah, tu 2020, m'étonnes. avec un bénéfice net de 3,7 milliards Entre d'euros, la ce Switch, qui fait l'Animal un sacré Crossing paquet et de tout, pièces pour Mario. Les chiffres de l'industrie et de consommation faisaient rêver les investisseurs et donc on a eu énormément d'investisseurs généralistes qui ne connaissaient pas forcément l'industrie du gaming, qui se sont emparés de ce sujet-là et qui ont investi dans des studios. Le Putain, SNJV, Jean-Baptiste, actionnaire de grands groupes. C'est quoi les jeux vidéo là Ah ouais, 30% de plus-value là 30% en plus sur l'investissement 1 million. Je pose 1 million. Et là, ça Syndicat crache. national du jeu vidéo, Crache, c'est mort. l'organisme qui regroupe tous les studios français qui développent des jeux vidéo. Et en parlant d'eux, on est aussi allé voir un petit patron de studio. Tous les indicateurs d'absolument toutes les autres industries du monde Monkey Moon. sont en baisse. Le seul qui pointe vers le haut, c'est le jeu vidéo. Et là, du coup, toutes les personnes qui ont de l'argent se disent on va le mettre là. Avec des projections de croissance délirantes, les investissements ont explosé Fallout. durant la même période. Faudra que je On refasse estime Fallout. qu'environ 115 milliards de dollars ont été injectés dans le business du jeu vidéo entre 2020 et 2022. Putain, la Pendant le dinguerie, Covid, quand même. il y a eu le prêt garanti par l'État, tu vois, le PGE là. Et moi, la première réaction de mon comptable, son premier réflexe, c'est allez, c'est parti, on en fait un. Je lui dis mais pourquoi faire? En fait, on a un publisher là qui couvre absolument tout ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin d'argent en plus. Pourquoi on irait? Mais parce que c'est du 0%, c'est garanti et tout. Et Bah au non. pir, tu le rends à la fin. En fait, ça a été la réaction de beaucoup de gens. Cet argent est disponible, on y va. Donc, d'un Bah, côté, pourquoi de nouveaux investisseurs injectent de grandes quantités d'argent dans les studios. Et de l'autre, les géants du jeu vidéo commencent une Bon. course. En vrai, je trouve ça pas fou parce que du coup, ça, même si c'est à taux zéro, ok. Mais du coup, le fait d'avoir ces sous sur le compte de ta boîte, ça peut potentiellement aussi te nuire indirectement parce que derrière, tu te dis putain, j'ai masse thune, vas-y, on peut faire ce jeu-là. Sauf que du coup, tu prends pas en fait le recul
faut réfléchir en fait à si ce que tu fais est bien ou pas, parce que tu penses que les sous que tu as sur ton compte sont à toi, quoi. Ils sont pas à rembourser. Je sais pas si c'était clair, mais moi je le vois comme ça. Et si quelqu'un a une boîte ou quelqu'un ne sait pas gérer ses pulsions, ses émotions, et aussi ne sait pas gérer ses sous, ça va conduire en fait plein de boîtes à leur perte. Hein. Dépense into pas d'entrée d'argent, into faut rembourser avec de l'argent qui a pu. Exactement. Au rachat et autres fusions d'entreprises, dont certaines ont fait grand bruit. C'est le cas de l'acquisition du groupe ZeniMax par Microsoft en septembre 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Un deal qui comprenait entre autres le studio Bethesda avec les licences The Elder Scrolls et Fallout, ou encore id Software, le studio derrière la mythique franchise Doom. Doom, jamais joué à Le Doom. rachat de ZeniMax Bethesda par Microsoft, je me souviens que j'ai passé une demi-journée à faire les 100 pas dans la rédaction en disant mais on est où, mais on est où, mais on est où, parce que normalement c'est pas des choses qu'on voyait. Normalement tu n'achetais pas d'éditeur. Tu achètes un développeur, tu achètes un studio, tu achètes une proposition, tu achètes un truc, mais tu n'achètes pas directement un catalogue. Stop, petit point lexique. Le petit lexique du jeu vidéo. Le développeur, c'est le studio qui crée le jeu. L'éditeur, c'est celui qui va distribuer, vendre le jeu vidéo dans le commerce et assurer son marketing. Des fois, les studios ont des contrats avec des éditeurs, d'autres fois, les studios appartiennent directement à l'éditeur. Donc, Microsoft, c'est un gros éditeur qui a racheté un autre énorme éditeur qui avait lui-même des studios de développement et des licences. Moula. La moula. Forcément, au moment des rachats, on entend toutes sortes de mots-clés, vraiment le jargon classique du PDG qui va parler de synergie, de forces qui vont enfin s'allier. C'est qui la madame là? Ils n'ont pas dit c'était qui la madame? D'avoir racheté un petit bijou dont il veut préserver la force et dont il ne veut pas voir la richesse s'étioler au fil des années. Et tu sais très bien que... Oh! Putain, Beckham, laisse-moi tranquille. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui s'est suffisamment répétée pour qu'on commence à se dire, ok, ça sent mauvais, parce que des mois plus tard, c'est bon, bah il y a des postes redondants, il va falloir faire des coupes, donc des coupes budgétaires. La même année, la société chinoise Tencent a investi dans près de 31 entreprises, faisant entre autres l'acquisition des développeurs de Warframe ou prenant des parts dans le capital du studio japonais From Software, ceux-là même qui vous ont torturé durant des heures sur Elden Ring ou Dark Souls. Pas mal. Je reconnais l'endroit, pas mal. Pas mal. Même si on connaît peu Tencent chez nous, c'est pourtant devenu la plus grosse entreprise du jeu vidéo au monde. Tencent, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie comment ils sont actionnaires de tellement d'entreprises. Ça fait un peu peur, ils sont partout. C'est trop. Une influence colossale dans le milieu, possédant par exemple 40% de Epic Games ou même l'entièreté de Riot Games. Voilà. À côté de ça, ils ont 6% chez Electronic Arts, 7% chez Nintendo. Ça fait un peu peur, ouais. Les accélérations de prise de capitaux sont quasiment annuelles désormais. Et cette course effrénée au rachat va atteindre des proportions délirantes, avec au sommet l'acquisition par Microsoft, toujours eux, du groupe Activision Blizzard, acté en octobre 2023 pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Pas mal. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont pas mal. assez hallucinants. Je le veux bien oui, dans la poche. C'est hallucinant. Et c'est évidemment un record dans le jeu vidéo. Attends, mais ils ont pris énormément de plans de BO6. Du tout besoin de se faire racheter, qui motive des tarifs posés sur la table qui dépassent absolument l'entendement pour tout le monde. En même temps, Activision Blizzard, c'est déjà un géant du jeu vidéo. On parle de Call of Duty, World of Warcraft, mais aussi King, qui est l'éditeur d'un jeu mobile très populaire, Candy Crush. Le fameux. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que nous, on a l'impression que les jeux, en fait, sont les plus joués sur PC et console. La plupart des joueurs sont sur mobile. Je crois qu'il y a 50 ou 60% des joueurs qui sont sur mobile. C'est une dinguerie. Blizzard, à ce moment-là, en interne, va très mal. En tout cas, dans sa culture d'entreprise, a été dénoncé de très très nombreuses fois. Et c'est un peu la question de pourquoi tu achètes un truc comme ça. Est-ce que c'est pour le nettoyer? Peu de chance. Est-ce que c'est pour en tirer le maximum? Voilà, plus de chance, effectivement. Mais attendez, là on est en 2022. Le jeu vidéo se porte pas si mal, non?
Chez les grosses boîtes nord-américaines et britanniques, le recrutement dans le gaming prend 5%. Et en France, tenez-vous bien, c'est 40% d'offres d'emploi en plus de 2020 à 2021 selon la FJV. De manière générale, il y a les éditeurs et les développeurs traditionnels qui entrent en contact de nouveaux capitaux et qui se disent qu'un développement c'est bien, 2 développements c'est mieux. Et effectivement, tu vois beaucoup plus d'embauches. À ce moment-là, les écoles de jeux vidéo démoulent du junior en disant « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Le marché de la formation privée de jeux vidéo, il est extrêmement lucratif, ce qui fait qu'il y a des nouvelles formations jeux vidéo qui s'ouvrent partout. En France, on a eu une centaine de formations jeux vidéo. Tout ce qui est formation jeux vidéo, c'est vrai que ça a explosé surtout en ce moment, durant cette période, quoi. Tout ce qui est Gaming Campus par exemple, qui propose plein de métiers dans le jeu vidéo. Le problème, c'est qu'il me semble que toutes ces formations ne sont pas reconnues en fait par l'État. En à peine 5 ans. Il me Donc semble. il faut voir ce truc-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui arrivent dans le milieu du game dev, et c'est aussi des gens qui sont souvent peu expérimentés, jeunes, en début de parcours. J'en ai discuté avec plusieurs développeurs et plusieurs patrons de studio qui se doutaient en fait que ça allait pas durer, qui se disaient mais en fait ça embauche à tour de bras dans notre studio et en fait on va avoir des objectifs monstrueux qui vont être très difficiles à remplir en fait. Et on est j'ai l'impression comme dans le reste du monde, sur une hallucination collective, hein, sur une espèce de pensée positive générale, merveilleuse, dans laquelle non, ce n'était pas juste la conséquence des gens qui étaient coincés chez eux. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils se sont tous dit ok, ça va être à très très long terme, c'est parti, c'est maintenant, on va produire du jeu en masse. Et du coup, pour faire des jeux en masse, il faut recruter à fond. Sauf que derrière, le Covid, c'est pas à vie, quoi. Et puis, c'est juste que les gens sont à la maison. Mais à un moment donné, quand ils reprendront le boulot ou ils seront moins présents chez eux, ça va se casser la gueule. Et du coup, les entreprises ne sont pas parties en fait avec cette vision et ça s'est pété la gueule. Application très logique à la consommation de jeux vidéo. Vous aurez vécu 55 jours confinés. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire ? 2022. Le Covid commence progressivement à être derrière nous. Les gens ressortent, les terrasses se remplissent et donc, naturellement, on joue moins. En tout cas, moins souvent et on achète moins de jeux, moins de consoles. Mais avec seulement 5% de baisse de chiffre d'affaires, le secteur du jeu vidéo semble plutôt bien se porter en 2022. Enfin... Il y a eu une inquiétude, parce qu'on savait tous en fait en tant que game dev que le marché en fait il avait pas plus grossi que ça. Que le marché il avait juste eu une espèce de hausse temporaire qui allait ensuite se lisser. Fast forward 2 ans plus tard, avec ces mêmes personnes qui disent hey, il y a 2 ans on vous a filé 20 millions, il est où notre jeu ? On investit, on capitalise, le terme est terrible, sur des profils qui n'ont pas les compétences métiers. Et donc tu te retrouves avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo, des personnes qui n'ont jamais tenu une manette en main et qui viennent dire aux devs comment on fait un jeu. Le seul truc que je rejette complètement sur ce que l'industrie du jeu vidéo c'est ça en vit, fait le problème de tout ce qui est actionnariat, pardon. C'est que tu as des personnes qui sont pas du tout compétentes dans ce métier. Comment dire ? Ces personnes ne sont pas du tout, n'ont pas du tout des connaissances de ce que c'est de développer un jeu, de ce qu'est vraiment un bon jeu, qui vont venir te mettre la pression et te dire comment ça marche avec une mentalité business très tournée sur les chiffres d'affaires, sur le nombre de ventes, etc. Et du coup, ils vont tout miser sur le marketing, sur le storytelling, mais derrière, ils vont vouloir sortir le jeu extrêmement rapidement et ça va se casser la gueule. Voilà. Un peu comme, comment ce jeu il s'appelle là ? Il y avait un jeu qui est sorti récemment, le studio de Prop Night là. The Day Before, je crois que c'est ça, non ? Je sais plus c'est quoi le nom. Ils ont tellement parlé du jeu, tellement mis des trucs en avant. Au final, c'était un flop. C'était nul à chier. Ils ont dû fermer la boîte parce que l'argent investi n'a pas été rentabilisé. Ils ont été pressés de faire sortir le jeu et ça s'est mal passé, quoi. Et du coup, le studio a fermé. Vit depuis 4 ans, c'est cette idée selon laquelle c'est le marché.
Pour moi, c'est toujours l'affaire d'une décision stratégique, d'une mauvaise perception des tendances, d'une envie de se lancer dans des choses à corps perdu parce qu'elles excitent les marchés à ce moment-là. Il y a une déconnexion claire en haut dans les grandes entreprises. Et oui, parce que c'est bien beau de se rêver comme le futur GTA, mais la première chose que les nouveaux investisseurs n'avaient pas anticipé, c'est que développer un jeu vidéo, ça peut coûter cher. Mais oui. Très cher. Certes, ce n'est pas nouveau. Et parfois, les délais ne sont pas les délais qui étaient prévus. Alors, il faut aussi se mettre ça dans la tête. Si un éditeur ou des développeurs te dit, on avait prévu de le faire sortir en tel jour, telle année, et qu'au final, il le repousse pour un autre jour, une autre année, il faut se mettre à la place de ceux-là. Ça les fait chier aussi de repousser, mais c'est nécessaire aussi au développement d'un bon jeu. Voilà, histoire de ne pas se retrouver avec les débuts comme d'un Cyberpunk au début du lancement, avec un jeu full buggé. Après, le studio a réussi à remonter la pente, mais ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, et la plupart, comme The Day Before, se cassent la gueule et finissent par disparaître. Mais à mesure que les générations passent, que la technologie évolue et que le médium grandit, le coût de développement financier et humain des jeux vidéo grossit lui aussi de façon exponentielle. Dans une industrie qui compterait aujourd'hui environ 330 000 travailleurs. Pourtant, non, un bon jeu ne veut pas forcément dire full investissement. Un bon jeu, c'est une bonne histoire. Même avoir de beaux graphismes, non. Pas forcément. Tu as des jeux, le graphisme, il est à chier, mais le jeu est tellement bien, tellement bon, que c'est trop bien, quoi. À la fin, c'est toujours la faute du capitalisme. Exactement. Balatro, meilleur exemple. Voilà, par exemple. Les graphismes, ils sont OK. C'est du pixel, quoi, classique. Par contre, le jeu, il a jamais été... Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai jamais vu un jeu comme ça. Et c'est juste, comme c'est différent, ça a pris du temps à être développé. Il y a eu du storytelling derrière. Ça a été... Il me semble qu'il a été sorti pendant une démo d'abord. Plein de gens ont testé. Et le mec a dit, OK, ça prendra 2 ans après à sortir. Ben voilà, les gens attendaient le jeu. Et il est sorti et ça a explosé. Il faut du temps pour faire un bon jeu. Les gens le comprennent. Il faut leur expliquer. Mais c'est normal. C'est normal. Outer Wild, juste meilleur jeu. Enfin bref, exactement, 100% d'accord. Faire un jeu vidéo à gros Mais budget. par exemple, Outer Wild, les graphismes, ils sont pas beaux de fou. Le jeu n'est pas beau de fou. Genre, c'est pas un Cyberpunk. Pourtant, l'histoire fait que le jeu est beau. Balatro, il a dit j'arrive dans 2 mois avec le jeu, car il est très léger. Oui, bon, après, oui. C'est un jeu passion, exactement. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que tu... Enfin, c'est ça le souci. C'est ce qui est bien, c'est que tu le sens, en fait. Quand quelqu'un a vraiment envie de faire un bon jeu, tu le sens dans le dev et tu le sens dans l'histoire. Un triple A, comme on les appelle, ça demande une armée. Mais pas une armée uniforme de soldats identiques. Un studio de jeux vidéo, c'est plusieurs dizaines de métiers différents. Oui. T'as des designers, t'as des programmeurs et des programmeuses, t'as des artistes, et en fait, c'est ce travail-là, collaboratif, qui va permettre la création du jeu vidéo. On peut être sur des cycles de développement qui sont longs, tu peux être sur 2-3 ans sur certains jeux tout de même, ce qui est assez long. On va faire un petit voyage. Direction Miami. Enfin non, Vice City. Sorti en 2002, GTA Vice City avait coûté 5 millions de dollars de développement. C'était le record pour son créateur Rockstar Games à l'époque. 11 ans plus tard, GTA V aura un budget estimé à 137 millions de dollars pour 5 années de production. Énorme. Et en ce qui concerne le très attendu GTA 6 qui revient à Vice City justement, les premiers travaux auraient commencé il y a 10 ans et certains analystes estiment que son coût pourrait être au-dessus des 2 milliards de dollars. 2 milliards. C'est une dinguerie. Par contre, ce qui est bien avec cette... Enfin, ce... Je sais même plus c'est quoi le nom. Merde. Rockstar, c'est qu'ils prennent le temps de faire un bon jeu.
Ils prennent le temps. Et ça, pas toutes les boîtes le font. Et c'est encore une fois ce truc de prendre le temps de faire un bon jeu. Voilà, ça coûte des sous. C'est pas grave. À la fin, tu seras forcément récompensé parce que la durée du vie du jeu sera forcément élevée. Enfin, pas forcément. Je pense qu'il faut savoir doser en fait entre le niveau d'investissement et la durée de vie du jeu. Ouais, je pense. Elle dit ça comme si 2-3 ans de dev c'est long sa mère, alors que c'est plutôt un temps moyen court aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, ça dépend des jeux. Si t'es solo sur un jeu que tu développes, c'est sûr que ça peut être un peu plus long. Par contre, si tu as toute une équipe pour développer le même jeu qui ne te demandera pas énormément de ressources qu'un gros jeu AAA, ça irait beaucoup plus vite que 5-6 ans, quoi. Bon, évidemment, le cas GTA est un extrême du jeu vidéo, l'une de ses licences les plus fortes, et pas forcément la plus représentative de l'industrie. Mais son énorme succès en fait aussi un des modèles les plus enviés par les investisseurs. Quand tu annonces les chiffres de GTA, quand tu expliques aux gens combien ça coûte de faire GTA, combien de personnes travaillent sur GTA, combien de temps ils ont passé sur GTA, tout le monde hallucine. Et il y a peut-être un manque de transparence de notre côté, peut-être un manque d'explication, de présentation, de trucs, ou peut-être que les gens s'en foutent tout simplement, et c'est tout à fait ok. Je pense que les gens s'en foutent. Hein. Les gens s'en foutent juste. S'ils sont là pour investir, ils s'en battent les couilles. Ils veulent avoir leur argent rapidement, c'est tout. En tout cas, si tu vas voir un actionnaire, enfin si un actionnaire vient te voir en mode « Ok, je te pose 100 millions d'euros ou dollars sur la table pour que tu me développes un jeu, mais j'aimerais qu'il soit là dans l'année prochaine, quoi, parce que j'aimerais rentabiliser mes trucs. Et je sais qu'avec ça, avec 100 millions, par exemple, eux, ils ont réussi à faire ce jeu-là. Si je te donne 100 millions, je veux être capable de faire quasiment le même jeu, mais avec de meilleures ventes. Donc ça me remboursera mes 100 millions, quoi. » Et oui, je pense qu'il y a surtout un manque d'éducation, en fait, au niveau des actionnaires. Mais pas forcément que de l'éducation, c'est aussi les actionnaires qui sont comme ça, quoi. Et putain de capitalistes. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de jeux vidéo. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil à Steam. Steam. All the games you love. Rappelez-vous qu'à une époque, pour se procurer un nouveau jeu... Oh! Et voilà, pub de jeu. Pub de jeu, mort. Il fallait aller en magasin et acheter son petit CD, voir sa cartouche pour les plus vieux d'entre nous. Mais aujourd'hui, Steam a changé le game en devenant la plus grosse plateforme de jeux vidéo dématérialisée. Tout le monde peut mettre son jeu sur Steam et tout le monde peut y jouer sans bouger de chez soi. Du coup, sur l'année 2014, on comptait 1714 nouveaux jeux publiés sur la plateforme. Pour l'année 2020, quasiment 10 000. Et en ce qui concerne 2023, c'est 14 405 titres qui ont débarqué sur Steam, auxquels il faut rajouter toutes les exclus consoles et mobiles. Est-ce qu'on a besoin d'autant de jeux? Est-ce qu'on a besoin d'autant de devs? Ce serait comme demander est-ce qu'on a besoin d'autant de musique? Ou est-ce qu'on a besoin d'autant de peinture? Ou est-ce qu'on a besoin d'autant de films? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de peintres qui repeignent la Joconde case par case? Disons que Fortnite sera la Joconde ici, et ensuite espère que les gens vont arrêter de regarder la Joconde et regarder leur tableau à la place? Non. À un moment, même si t'es un gros gamer, ton temps est limité et tes ressources financières sont limitées. Oui. Et donc même ça pose des soucis parce que pour les petits studios, réussir à faire connaître ton jeu, ça devient extrêmement compliqué. Pendant des années, on a été peut-être trop dans un discours de « il faut de la diversité du jeu vidéo ». Je vais peut-être un peu choquer dans ce que je dis, mais il faut de la diversité du jeu vidéo. Mais ça, on a réussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a réussi. Quand il y a 14 000 jeux sur Steam, on a réussi. Ok, des dizaines de milliers de jeux, mais pour combien de joueurs? On estime que le nombre de joueurs et joueuses dans le monde est passé de 2 milliards en 2015 à environ 3,32 milliards en 2024. Quand même, hein. Mais attention, il y a une autre réalité derrière ces énormes chiffres. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de gros chiffres qu'on présente à ces fameux investisseurs dont on vous parlait plus tôt. Avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que dans ces 3,32 milliards, il y a sûrement des mobiles. De gamers, autant on trouvera ceux qui enchaînent 3 heures de League of Legends tous les soirs. Autant celui qui joue 30 minutes par semaine. Mais on retrouvera aussi le profil de ma mère, qui joue juste à Scrabble sur son téléphone 20 minutes par semaine. Et j'adore ma mère, mais ce n'est pas elle qui sauvera l'industrie du jeu vidéo. Parce que si les joueurs et joueuses jouent quand même beaucoup aux jeux vidéo, ils ne jouent pas à beaucoup
2 jeux vidéo. En 2023, une étude estime que 80% du temps de jeu mondial PC et console a été consacré à seulement 66 titres précis en tout. Et dans les grands vainqueurs, il y a 5 jeux, 5 mastodontes de l'industrie, sortis il y a plus de 6 ans, qui regroupent à eux seuls 27% du temps de jeu mondial. 27% du jeu total mondial sont sur 5 jeux. Je peux te garantir qu'ils tournent aussi sur les consoles de la génération précédente, ça c'est certain. J'aurais cité Fortnite. Il doit y avoir Roblox. Fortnite, je pense qu'il y a Fortnite, GTA 5. GTA Online n'est pas dans ce truc-là. League of Legends. Ah bah oui, League of Legends, c'est vrai, ouais. FIFA. Non, le plus vendu au monde. Bah Minecraft. Ah, Minecraft. Je vais pas vous mentir, on me l'a soufflé celle-là. C'est-à-dire que si quelqu'un lance un jeu sur son PC ou sa console aujourd'hui dans le monde, il y a une chance sur 4 que ce soit un de ces 5 jeux. Bah ouais, c'est des exemples assez particuliers parce qu'on est sur des jeux qui ont une grosse composante en ligne, des jeux services pour la plupart. Fortnite qui est premier, qui a licencié, Epic qui a licencié combien de personnes déjà ? 560 ? Un flux de contenu constant, donc qui du coup ont une espèce de rétention sur les joueurs. Pourquoi en effet développer plein de jeux quand vous pouvez n'en faire qu'un seul et le faire évoluer avec le temps ? C'est la stratégie utilisée par Epic Games, les créateurs de Fortnite. Et elle semble leur réussir. Voilà la recette. Des mises à jour abondantes, des licences célèbres en veux-tu en voilà, des nouveaux concepts toutes les 2 semaines et même des concerts de superstars. Ouais, j'ai eu un petit... on a eu un petit arc Fortnite, mais au bout d'un moment, en vrai, c'est du vu et revu et ça devient vite lassant, quoi. Il y a des intentions de rétention, de concentrer l'attention et l'engagement des audiences. Il y a des pratiques qu'on pourrait catégoriser en fait de prédatrices sur l'engagement et la rétention des joueurs et des joueuses, ce qui fait que en fait, on peut pas aller tester autre chose. Et on n'a pas le temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Et bien sûr, pour faire tourner tout ça, la cerise sur le gâteau. Une pléthore de microtransactions. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, Fortnite c'est gratuit. C'est gratuit, mais on vous propose des petits achats, quelques euros par-ci pour un petit accessoire, et un peu plus pour une apparence virtuelle. C'est ce qu'on appelle un jeu-service. Et honnêtement, ça rapporte. En 2018, un an après la sortie de Fortnite, Epic Games cumule un bénéfice opérationnel de 2,8 milliards de dollars, soit 2,8 milliards. Vous vous rendez compte du bail ? Que les profits nets de Electronic Arts, Take-Two Interactive et Activision Blizzard. C'est une dinguerie. Les profits en cumulé. C'est une dinguerie. Et 6 ans après sa sortie, Fortnite réunit encore 70 millions de joueurs actifs. Après, le problème, c'est que les autres boîtes, ça leur coûte aussi des sous de faire des jeux. Alors que là, le jeu, il est déjà dev et c'est juste de l'ajout constant. Et ouais, du coup, ça change en termes de coûts. Hein. C'est pas pareil. Hein. Tous les mois. On va dire aux actionnaires, on va suivre ça à fond, on va y mettre tous nos moyens, mais ça va pas coûter trop cher. Donc, où est-ce qu'on rabote ? J'ai l'impression qu'on est un peu là pour parler de ça. Ah oui, en septembre 2023, le géant américain s'est débarrassé de 16% de ses employés, soit 830 personnes mises à la porte. 830. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et accessoirement première fortune mondiale du jeu vidéo, expliquait dans une lettre que malheureusement son optimisme de croire qu'il pouvait éviter de virer des gens avait été trop irréaliste et qu'il fallait désormais couper net dans les dépenses. En revanche, selon une enquête de l'Informé, cela n'aurait pas empêché Epic Games International, la filiale basée au Luxembourg, sûrement pour ses paysages, de verser $1 milliard de dividendes à sa maison mère américaine. N'est-ce pas ? Il y a 1 milliard pour se verser des dividendes, mais derrière, il n'y a pas... Il n'y a potentiellement pas 200-300 millions pour payer les salaires des 830 personnes. Quoi. En 2023. C'est dinguerie, hein. Mais qu'importe la taille de votre entreprise, la puissance financière de votre maison mère ou le succès de vos jeux, la sanction peut tomber à tout moment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait l'industrie a aucun égard pour ses travailleurs, notamment en fait des travailleurs qui se sont mobilisés, qui ont travaillé dur et qui ont vraiment redoublé d'efforts pendant le Covid justement pour essayer au maximum de faire en sorte que l'industrie elle tienne.
Il y a un adage qui dit si tu fais un bon jeu, t'es viré. Si tu fais un jeu qui marche pas, t'es viré. Si ton jeu va sortir, tu peux être viré. Si ton jeu est annulé, t'es viré aussi. Moi, ce qui m'a marqué en particulier... T'es toujours viré. Peu importe ce que tu fais. Autant ne rien faire. C'était la fermeture de Tango Gameworks, en vrai. Tango Gameworks, c'est un studio japonais qui a été racheté par Microsoft en 2020. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. En janvier 2023, le studio balance par surprise le jeu Hi-Fi Rush, prenant tout le monde de court. C'est parti. Il avait l'air trop bien ce jeu, je l'ai pas fait. Au total, le titre séduira plus de 3 millions de fans dans le monde et ira même chercher 5 nominations à nos fameux Game Awards 2023. And the Game Award goes to Hi-Fi Rush. Mais vous vous en doutez, il n'y a pas de happy ending. 1 an et demi après la sortie de Hi-Fi Rush, Microsoft ferme Tango Gameworks, sans prévenir personne. Le jour de l'annonce publique, les 105 employés auraient reçu un mail de la part du responsable des Xbox Game Studios, qui leur explique que ces réductions d'effectifs sont dues à une redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources. Ça m'a marqué parce que un jour après la fermeture du studio, t'as Matt Booty, donc le responsable jeu chez Xbox, qui tient un discours officiel pour expliquer que voilà, nous on va désormais se concentrer sur des petits jeux indés un peu originaux qui vont nous donner un certain succès d'estime et potentiellement des prix. Et c'est exactement ce qu'était Hi-Fi Rush pour eux. Ah oui d'ailleurs. Bah oui, c'est complètement con. La stratégie en 2 poids 2 mesures. Quoi. Finalement, en août dernier, Microsoft annonce avoir revendu Tango Gameworks à Krafton, qu'on connaît pour PUBG notamment. Mais les employés de Tango Gameworks, eux, étaient déjà partis depuis 2 mois. Et ce ne sont pas les seules victimes dans les effectifs de Microsoft. Au total, en 2024, le géant américain a licencié plus de 2500 personnes dans le monde, confirmant toutes les craintes des employés après les rachats massifs. Pour se revaloriser sur un marché financier, le licenciement, c'est une stratégie qui est connue et qui est étudiée depuis des années en fait en économie là-dessus. Tu licencies, tu sais que tu revalorises ton action. Mais bon, s'il n'y avait que Microsoft... Ouais, mais ta gueule en fait. Du coup, t'es en mode vas-y, on embauche à fond pour développer un jeu, pour revaloriser notre capital. Putain, trop chiant quoi, ça n'a pas marché. Bon, ben on gère tout le monde pour revaloriser notre capital. Microsoft. Va te faire foutre. On a eu un exemple très fort durant l'été avec un jeu qui s'appelle Concorde, qui devait être effectivement le moment où Sony PlayStation crée son jeu service, donc qui pourra effectivement vous faire rester longtemps. Et si on essayait de faire un concurrent à Fortnite ou à Overwatch en 2024, et si ça va marcher parce qu'on est qui? Parce qu'on est nous. Pour un coût, accessoirement, s'il faut revenir aux trucs qui font mal, bon ben voilà, on parle d'un investissement de plus de 200 millions de dollars, ce qui est lunaire. Et 2 semaines après le lancement, ils ferment les serveurs. C'est une dinguerie. Je connaissais même pas cette histoire. On ne se transforme pas en faiseur de jeux multijoueurs service à succès du jour au lendemain. On n'inflige pas ça à un studio non plus d'ailleurs. T'as eu des gens qui ont pris la décision, ok. Oh! Jeu de fou. Ça va nous rapporter de l'argent, qui ne se sont pas posé la question, mais en fait, est-ce que le public a envie d'un deuxième Fortnite? Alors moi j'ai la réponse, il n'y a pas besoin d'être chercheur. La réponse est non. Il y en a trop. Il y a trop de Battle Royale. C'est trop. C'est bon, arrêtez-vous, c'est bon. D'autres exemples du même genre, il y en a une pelletée. On a cet exemple d'une graphiste qui travaillait sur des skins de League of Legends, qui se fait virer de son emploi à plein temps, pour ensuite, quelques heures après, être contactée par une boîte de sous-traitance pour faire le même travail. On peut aussi parler de Anissa Sanoussi. C'est une dinguerie. Pour fêter les 2 ans de la sortie du jeu Rollerdrome, la développeuse a carrément incité les gens à pirater le jeu. Et ben oui, comme le studio avait fermé l'année dernière, plus aucun développeur ne touche quoi que ce soit sur les ventes. Donc elle dit, piratez-le. Allez, ça part. On vous le disait plus tôt, ce phénomène a touché tout le monde. En France, on évoque souvent un droit du travail plus protecteur. Mais cela n'a pas empêché des branches françaises, où tout semblait aller pour le mieux, de procéder à ces mêmes dégraissages. Nous avons par exemple rencontré Sacha, qui nous a raconté son licenciement. Ça faisait presque 3 ans que je travaillais dans cette boîte. C'était purement du marketing, donc côté éditeur.
On avait l'impression que c'était tout le temps un âge d'or, que tout allait toujours bien, que les ventes étaient toujours au top. J'avais eu des super belles promotions, on m'a fait miroiter beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Et je me suis réveillée un matin, il était 9h15 et à 9h40, je reçois un email. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et bon, en gros, la suite, c'est pas J'espère que tu vas bien, mais plus pour très longtemps. T'inquiète pas, ça va bien se passer. besoin de se reconnecter demain, quoi. J'ai juste envoyé un message pour dire que je comprenais pas ce qui se passait. On m'a répondu pas besoin de te connecter au prochain meeting. Le temps d'appeler les collègues, de savoir ce qui se passe, de comprendre. Et bien en fait, tous mes accès avaient été coupés. Personne n'est au courant. Au niveau de ma hiérarchie, personne ne savait que j'allais recevoir cet email. Quelques semaines après, je devais faire des gros projets, faire beaucoup de voyages. Et non, tout ça s'arrête d'un coup. Comme si en fait j'étais licenciée pour faute grave, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais on avait l'impression que j'avais la lèpre, quoi. Il faut attaquer. On n'a rien vu venir, rien du tout. Faut attaquer. C'était la surprise absolue. J'attaque. Et oui, derrière ces chiffres impressionnants, 830 chez Epic, 900 chez Embracer, 2500 chez Microsoft, on a parfois du mal à visualiser que ce sont des gens, et qu'à force d'être les victimes de ces décisions managériales ou financières, le moral aussi en prend un coup. Pour s'en rendre compte, en juin dernier, on a été faire un tour à Lille, au Game Camp, un événement annuel qui rassemble les professionnels français du jeu vidéo. Ce n'est pas vraiment la Paris Games Week ou les Game Awards, mais ici, on y trouve les petites mains, qui trouvent du travail dans les studios, et les indépendants qui rencontrent leurs éditeurs pour leurs futurs jeux, enfin, normalement. Bon, on va pas se mentir, l'ambiance cette année n'était pas au beau fixe. On a un Game Camp un peu particulier cette année en termes d'état d'esprit, sachant que tout le monde est plus ou moins en crise, le secteur du jeu vidéo est en crise, et les discussions qui se font en ce moment, elles tournent beaucoup autour de la santé mentale, autour de comment les gens se sentent. C'est vraiment, on commence genre, ça va toi en ce moment et tout. Ouais, de fou, t'inquiète. Ouais. Les créateurs, les développeurs, les artistes mettent leur trip, sacrifient beaucoup de choses pour créer du jeu vidéo, et à la fin, on est traité comme un produit, comme un scooter, comme un vélo, T'es une ressource humaine. C'est dans le mot ressource humaine. T'es qu'une ressource qu'on peut jeter. Voilà, c'est littéralement ça. Hein. Ça, c'est très dur. Humainement parlant, c'est extrêmement difficile. Ouais. Oui, il y a eu des moments où c'était un peu en mode pourquoi faire un jeu parce que personne va y jouer, personne va en entendre parler, et que ça va être compliqué de juste continuer à gagner suffisamment pour pouvoir continuer à faire des jeux, quoi. Donc je suis passé par des années au RSA où c'était quand même assez compliqué. Donc heureusement qu'on a ça en France, quoi. Mais effectivement, en France, on est très protégé pour l'instant. Il y a le droit du travail de manière générale. C'est ce que j'allais dire. Tu es protégé pour l'instant. Par rapport à d'autres pays qui est assez enviable, la création du jeu vidéo en France est assez privilégiée. Ah oui, le CIJV, le crédit d'impôt jeux vidéo. Ça, c'est un truc très important en France. C'est un dispositif d'exonération fiscale qui a été créé en 2008. On a ce dispositif-là qui est vraiment la colonne vertébrale, en fait, et le dispositif qui a vraiment permis d'accélérer la compétitivité des entreprises et de créer et sauvegarder des emplois en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, 30% du coût de votre production d'un jeu vidéo, vous allez pouvoir l'écraser grâce à ce crédit d'impôt jeu vidéo. Et ça, c'est totalement vital au moment où on est dans un creux pour l'industrie. Et donc là, il y a le budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée. Tout le secteur est mobilisé pour le crédit d'impôt jeu vidéo parce que, pour le coup, ça serait dramatique. C'est-à-dire que sur les 15 000 emplois du jeu vidéo, et là, on peut faire un peu de dramaturgie, il y aurait facilement la moitié des emplois en France. Donc on aura un plan de licenciement de 5 à 7 000 emplois supprimés dans l'année qui suivrait la suppression du crédit d'impôt jeux vidéo. Tout simplement parce que les boîtes iraient créer des emplois en Amérique du Nord, au Canada ou en Asie. C'est une dinguerie. À cela s'ajoute tout un tas de controverses qui structurent l'industrie du jeu vidéo, sur le sexisme, le harcèlement, toutes les controverses sur les contenus. Et forcément, toi, tu passes, en tant que dev, tu passes ta journée à être exposé à systématiquement des trucs négatifs. Parce que le marché va pas bien, parce que l'industrie va pas bien, parce que potentiellement, tu te prends des commentaires ultra négatifs sur ton activité, sur ton jeu, machin, etc. Attends. Le mec, il est dev. Il se prend une vague de mauvaises nouvelles. Genre, le marché va mal. Il y a tout ce qui se dit autour du jeu vidéo. Et derrière le jeu que tu as développé, tu as plein de gens en ligne qui disent que c'est de la merde. Qui a développé cette merde?
putain, on nous sert de la merde. par les communautés de joueurs et de joueuses, et boum, forcément, ça finit par exploser. J'aimais mon travail, j'aimais ce que je faisais, et bon, ça faisait presque 2 ans que j'avais pas touché un anxiolytique, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à en reprendre. C'était au final des symptômes très classiques après un licenciement, mais des insomnies, plus d'appétit, voilà, ce genre de choses. Quand je vois que ces Mais postes-là... vous vous rendez compte à quel point les gens n'ont pas d'émotion en fait. Tu ne peux pas penser tout le temps qu'à l'argent. C'est terrible, hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être dans ce tunnel où tu ne penses qu'à ça et où les personnes qui travaillent pour toi, qui t'ont aidé à en arriver là, sont traitées comme de la merde. C'est abusé. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne dans leur tête. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, donc vraiment, les gens qui ont les mains dans le cambouis, littéralement, hein, se font licencier pendant que d'autres s'en mettent plein les poches. Moi, ça me rend malade. Et qu'on me fait comprendre que voilà, le fait d'avoir un CDI en France, ça coûte cher, c'est trop problématique. Alors que ces patrons ont l'argent d'embaucher des gens en CDI, d'avoir des structures solides en France. Non, c'est que de la colère, que de l'injustice. Et si les géants peinent à Non, mais c'est juste toujours plus pour toujours plus. Alors que littéralement, c'est pas 5% en plus sur leurs bénéfices qui vont les rendre... Ils ont déjà tout. Je comprends pas. Ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Et c'est terrible. Genre un mec, par exemple. Un mec qui a, je sais pas moi, 100 millions d'euros de bénéfices en actions. C'est pas 5 millions d'euros en plus qui va changer quoi que ce soit à sa vie. Alors que ces 5 millions d'euros auraient pu être bénéfiques pour 100, voire 400 personnes pour un salaire annuel. Vraiment, c'est... satisfaire leurs actionnaires. Du côté des nombreux studios indépendants, l'avenir est encore plus sombre. Le milieu indépendant, il est important dans l'industrie parce qu'en fait, il donne un point de vue. L'indé, c'est là où se créent des tendances, c'est là où s'affirment certains genres ou certaines mécaniques qui ne peuvent pas s'affirmer sur des plus gros projets. C'est une manière de presque prototyper en fait ce qui va être fait dans le reste de l'industrie plus tard, quoi. Il y a beaucoup de mal-être actuellement chez les développeurs, développeuses de jeux vidéo en indépendant des petites équipes, etc., qui se font retirer des financements. Donc tu arrives au milieu de ton jeu et on t'explique qu'il va falloir serrer un petit peu la ceinture, etc. Et désolé, vous faites partie des 2 ou 3 développements de jeux auxquels on va retirer son financement. C'est de l'incertitude complète tout le temps pour les gens dans les studios, qui sont vachement plus au contact très souvent de la situation financière de leur studio. En parlant d'incertitude, en ce moment en France, il y a un sujet incontournable. Ubisoft. L'éditeur breton détient des marques puissantes comme Far Cry, c'est breton Ubisoft ? Je savais même pas que c'était breton. Lapin Crétin ou Assassin's Creed. À la fin des années 2010, Ubisoft apparaît comme le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Mais ces dernières années, l'éditeur a amorcé une chute qui semble sans fin. Ah, effectivement, c'est bugué, chef. Le géant français a en effet vécu une série noire. Bon, déjà, ils ont légèrement forcé sur les NFT, avec leur plateforme Quartz. Une énième innovation gaming massivement rejetée par les joueurs. L'image de l'éditeur s'effrite d'autant plus lorsque s'ouvre une enquête pour harcèlement moral et sexuel sur 3 de ses cas. Côté jeux vidéo, les échecs s'enchaînent aussi. Le coûteux Avatar... On m'a toujours dit que ça voulait dire Union de Bretons indépendants. Sérieux? C'est Ubisoft. Frontiers of Pandora n'a pas rencontré le succès escompté. Le projet X-Defiant ne s'est pas imposé comme un renouveau du genre. Et enfin, Skull and Bones, un jeu qui a mis 10 ans à être développé, passant dans les mains de nombreuses équipes différentes, s'est avéré être un véritable naufrage. On a la fameuse attrition naturelle, comme disait Yves Guillemot, c'est-à-dire qu'effectivement on en souffre et les gens ne sont pas particulièrement en sécurité. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, parle en effet dans un rapport financier de janvier. En fait, ça vient d'ubiquité, mais du coup, au moins tu retiens que c'est breton, c'est vrai. 2023, d'attrition naturelle. L'attrition naturelle, ça signifie laisser les gens partir d'eux-mêmes, mais ne pas les remplacer. Donc, pas de licenciement à proprement parler.
Ouais. Dans la même... Et du coup, comment tu fais ça? Parce que je connais des boîtes qui pratiquent ce genre de choses, hein. Typiquement, ça me rappelle une discussion que j'avais eue. Carrefour, qui poussait certains de ses employés à changer de structure, en fait, et les envoyer genre complètement autre part. Genre, ils travaillent à Paris et on leur dit, bah tu vas en Bretagne. Voilà. Alors qu'il y a leur famille à Paris et tout, hein. Mais le fait qu'on leur propose, enfin qu'on leur dise qu'il va falloir bouger, bah, du coup ils sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas envie de bouger. Voilà. Et il y a plein de personnes comme ça qui perdent leur boulot parce que on te vire pas en tant que tel, on te pousse gentiment vers la sortie. On t'ouvre la porte et on te dit, du coup tu vas dans l'autre boîte ou tu t'en vas. Voilà. Même phrase, on peut aussi lire juste avant que pour économiser 200 millions d'euros de coûts, l'entreprise compte procéder à des restructurations ciblées ainsi qu'à la cession de certains actifs non essentiels. Et oui, vous avez bien deviné, des licenciements. En Corée, aux États-Unis ou encore au Canada. Comme nous le raconte un ancien employé de Ubisoft Toronto. On reçoit une invitation à une réunion moins d'1 heure avant qu'elle commence. Je vois plusieurs participants de cette réunion dire au revoir et leurs comptes sont désactivés. Le directeur du studio commence la 2e réunion et nous dit « Alors que Ubisoft Toronto commence sa croissance, nous recrutons actuellement de nouveaux employés afin de combler les lacunes de compétences du studio. Cela étant dit, vous n'avez dès à présent plus de postes chez Ubisoft Toronto. » Pendant quelques minutes, on nous a expliqué quand est-ce qu'on allait recevoir des mails concernant le processus et que nous allions bénéficier d'indemnités de licenciement généreuses, et ça s'est arrêté là. Aucune question n'a pu être posée, aucun autre commentaire n'a été fait. La réunion s'est simplement terminée et nos comptes ont été désactivés presque immédiatement. Personne n'était au courant que cela arriverait, pas même les chefs de projet. C'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Ironie du sort, Ubisoft Toronto continue de recruter, avec plusieurs offres d'emploi disponibles sur son site officiel, notamment pour bosser sur un futur projet Far Cry. Les équipes de 200 personnes qui bossent sur les prods Ubi, c'est trop cool pour leur CV, c'est trop cool pour elles, mais à la fin, c'est pas elles qui se baignent dans les piscines d'argent d'Ubisoft. Tu vois. En fait, c'est aussi pour ça que je suis parti de chez Ubi il y a 1000 ans, c'est que il y a un moment où j'ai regardé combien je gagnais, et puis j'ai regardé ce qu'on me demandait de faire, et je me suis dit, quitte à pas gagner d'argent, autant faire mes propres conneries et puis être certain de comprendre pourquoi je gagne pas d'argent, quoi. Réel. La descente aux enfers ne s'est pas arrêtée là pour Ubisoft. Suite à la réception décevante de Star Wars Outlaws et au report du prochain Assassin's Creed Shadows, le cours en bourse de l'entreprise a continué de chuter. Quand l'action coûtait 85 € en janvier 2021, elle est tombée fin septembre 2024 autour de 9 € seulement. Quoi ? Ah oui. Par exemple, des studios comme Ubisoft vont énormément espérer mettre tous leurs œufs dans le même panier quasiment, et espérer tellement d'un Star Wars Outlaws et tellement espérer d'un Assassin's Creed Shadows qu'ils peuvent plus se permettre de droit à l'erreur. C'est une formule qui s'est un petit peu essoufflée avec... La chute est catastrophique quand même. Ils vont faire faillite, c'est sûr. Ça pue du cul, hein. Ça pue du fiacos, hein. Le temps, et j'entends par là la formule monde ouvert, objectif qui clignote de partout, et ça c'est dommage parce que ça leur fait perdre le goût du risque, quoi. Une perte du goût du risque et des échecs qui pourraient faire perdre le contrôle de l'entreprise à ses créateurs. Alors que plusieurs syndicats ont appelé à une grève des employés en octobre pour lutter contre le retour forcé en présentiel et la dégradation des conditions de travail à Ubisoft. Et vous voyez ça par exemple, le retour au poste, alors qu'il y avait full télétravail, je pense sincèrement c'est une sorte aussi de moyen de faire pression aux employés pour qu'ils partent, parce que tu as sûrement plein d'employés qui travaillent dans toute la France qui seront obligés potentiellement de redéménager à Paris pour pouvoir venir travailler au studio. C'est typiquement l'exemple que je vous ai donné avec Carrefour. Voilà. Et du coup ça pousse les personnes potentiellement qui habitent autre part qu'à Paris à être forcés, à être contraints de partir. Mais il me semble qu'ils ont réussi à faire pencher la balance quand ils ont fait la grève chez Ubisoft. Ubisoft, on a le sentiment qu'on cristallise beaucoup des problèmes qu'on rencontre chez les autres. On a les hésitations créatives, des choses où on se dit, c'est ça qui marche, donc c'est ça qu'on va continuer de faire.
au détriment de l'innovation, au détriment de l'expérimentation, et donc de ne pas pouvoir faire de la qualité. Et évidemment, on est dans la tourmente des licenciements, puisqu'on est le plus gros employeur du jeu vidéo individuel. On a 19 000 employés à peu près au dernier comptage. Au studio de Paris, par exemple, on a eu tout le pôle relations sociales qui, du jour au lendemain, est mis à pied. Alors que de notre côté, on est en conflit social, qu'on a des négociations à mener. Un des problèmes fondamentaux de l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on perd des gens tout le temps. On perd des gens parce qu'on ne les paye pas assez, on perd des gens parce qu'on les use, parce qu'on les met en burn-out. Là-dedans, il y en a un certain nombre qui se disent c'est la dernière, j'arrête. En fait, quand on voit 20 000 licenciements en 2 ans, on se dit en fait, cette industrie, elle ne veut pas de moi. C'est une industrie qui est extrêmement riche, qui continue de faire des profits monstrueux. Il n'y a aucune raison qu'on perde autant de gens si régulièrement. Capitalisme. 31 700, c'est le nombre estimé de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ces 3 dernières années, un employé du jeu vidéo sur 10 a perdu son emploi dans le monde. Devant une telle hécatombe, même les gardiens du temple ont fini par admettre qu'il y avait peut-être un problème. L'occasion de retrouver ce cher Jeff Keighley. Et oui, il s'est exprimé publiquement sur le sujet, en ouverture de la conférence Summer Game Fest 2024, en essayant tout de même de voir le verre. Call me a night owl if you want. On It's s'en more bat of les a creature of the night. couilles. À moitié plat. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. Ouais, ça doit être ça, ouais. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right, because today there are many paths to sustainability and success. And Genre celle de ne pas virer les gens n'importe comment, par exemple. that's what makes this industry so great. Bien traiter ses employés, ou peut-être tout simplement s'en passer. En quête de toujours plus de profit, les exécutifs cherchent de nouvelles solutions. Et ont peut-être trouvé le Graal avec l'intelligence artificielle générative pour créer des jeux plus rapidement. Écoutons par exemple Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, en parler lors d'une conférence en mars dernier. We're in the era of generative AI, which is the most exciting yet by a fairly wide margin and something that we're embracing deeply. We think about it on 3 core vectors. Efficiency, expansion, and transformation. About 60% of all of our development processes have high feasibility to be positively impacted by generative AI. 60% du processus de développement impacté par l'IA. Ça veut dire que 60% des développeurs des entreprises seront virés. C'est ce qu'il faut comprendre. Et celui qui nous le dit, c'est le patron de l'un des plus gros distributeurs de jeux au monde, derrière des licences comme FIFA, les Sims ou encore Apex Legends. Ils vont couler And aussi. while we don't have the math on it yet, I would tell you, in the back of my mind, my orientation is how can we use generative AI to make us 30% more efficient as a company? How in 3 years from today could we be 30% more efficient? Comment gagner 30% d'efficacité? Je vous le dis, hein, ils vont utiliser l'IA. Ils vont utiliser l'IA, si c'est pas déjà fait. Et derrière, ils vont se dire, bon, en vrai, on utilise l'IA, mais du coup, toi, on n'a pas besoin de toi. Toi, on n'a pas besoin de toi. Toi, on n'a plus besoin de toi. Parce qu'en vrai, l'IA fait déjà ton job, quoi. Il n'y a plus besoin. Donc, bien, allez. C'est ciao. Et en plus, quoi, la solution, on la paye quoi genre 80% moins cher que ton salaire. Donc, en vrai, autant se passer de toi. Nous, derrière, on recapitalise notre valeur boursière. Et toi, bah, tu te casses, quoi. Ciao. Voilà. Et nous, derrière, 30% d'efficacité en plus. Win-win. Voilà. Jaillet, c'est plus que c'était à cause des décisions comme ça. De toute façon, les gens qui pensent que l'IA va aider, certes, mais il faudra toujours de l'humain derrière. Hein. C'est pas... Ce sera bien de la merde en plus. Et oui, on verra bien. Cette déclaration du PDG a été faite littéralement 1 semaine après le licenciement de 600 personnes d'Electronic Arts. J'ai pré-shot. 5% de la masse salariale. Et 60%. 60%
de 1000, c'est 600 personnes. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh là là. Une situation qui n'empêche pas notre cher Andrew de toucher 25 millions de dollars personnellement sur cette même année fiscale. Sur le papier, l'IA pourrait être un formidable outil permettant d'accélérer certains processus de codage ou de programmation, qui peuvent être parfois répétitifs et fastidieux. Vraiment, c'est juste pour de l'aide. Ouais, jusqu'à ce que ça soit prêt pour que ça soit autre chose que de l'aide, quoi. Oui, Donc, n'est-ce pas? allez-y, les gars, générez vos jeux. En tant que game développeur, en fait, on se dit, mais dans quel monde vivent ces gens qui ont probablement pas touché à de la production de jeux vidéo depuis des années? C'est-à-dire que quand on fait de la production d'assets pour du jeu vidéo, notamment en tant qu'artiste, on répond à des contraintes précises, que ce soit des contraintes de taille, de résolution, de style de couleur. On a besoin d'itérer en fait et de faire plusieurs versions de la même chose. L'IA, elle permet pas de faire ça. Il y a aucune consistance dans l'IA. Voilà, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. À moitié vide, c'est la destruction. Et récemment, j'ai vu un article en mode lancez-vous dans le jeu vidéo, formez-vous, c'est un milieu en pleine expansion. Thomas l'expansion, quoi. D'emploi possible sur les devs Thomas l'expansion. juniors, notamment. Le verre à moitié plein, c'est la capacité à dire à des IA assez perfectionnées, notamment sur ce qu'on appelle l'IA environnementale, de dire dans cette scène de jeu où d'habitude j'ai des millions de passants qui interagissent avec mon personnage principal, donne-moi des milliers et des milliers de comportements différents pour que la foule donne une impression vraiment hyper qualitative. Donc, Par contre, utiliser l'IA pour générer des dialogues avec des PNJ avec lesquels t'as pas forcément eu le temps de travailler, ça c'est banger. Ça c'est ok. Ça c'est très bien et du coup ça améliore aussi ta relation avec le jeu parce que tu as l'impression de vraiment pouvoir discuter avec tout le monde et ça c'est insane. Par contre, utiliser l'IA pour remplacer le boulot de quelqu'un alors qu'on peut l'utiliser juste pour son efficacité et potentiellement améliorer des processus répétitifs, comme ils l'ont dit. Là, oui, là c'est bien. Mais si tu veux utiliser l'IA pour remplacer en fait tes développeurs, c'est non. Ça peut être bien, mais il faut que ça soit bien géré. Pas se retrouver avec des dialogues un peu sus. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut bien paramétrer le bail, quoi. Donc il y a un potentiel de création énorme et il y a des menaces sur l'emploi, c'est vrai aussi. Donc il va y avoir de la destruction et de la recréation sur des postes nouveaux. Et l'IA générative fait globalement peur aux développeurs. Comme le montre un sondage auprès de la Game Development Conference qui regroupe plus de 3000 professionnels du métier. 84% d'entre eux sont inquiets sur la question, soulevant par exemple la problématique de diminution des effectifs en remplaçant les gens par des IA. Déjà que c'est pas fameux, alors si en plus l'IA peut te remplacer... phénomène qui, à vrai dire, a déjà commencé pour certains cœurs de métier. Moi, ça fait du coup plus de 10 ans que je suis dans l'industrie. J'ai grimpé les échelons, puis j'ai rejoint un géant chinois du jeu mobile. Sur le papier, moi j'ai fini mon contrat, voilà. J'ai fini mon contrat, j'ai eu mon entretien et on me dit à la fin de la semaine c'est fini. Je leur ai demandé qui va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux français après mon départ, parce que forcément il n'y a personne. Ils m'ont dit c'est ta collègue taïwanaise et tout. Je fais ouais mais elle parle pas français. Ouais, c'est pas grave, elle a ChatGPT. Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu. J'ai regardé depuis, il y avait des soucis de terminologie. ChatGPT, c'est pas réutiliser les... En vrai, ça touche déjà le secteur marketing, hein. Donc, ça m'étonne pas que dans le futur, il y ait une seule personne pour gérer tous les réseaux sociaux et tout le marketing. En vrai. En vrai. Alors que ce sera de la merde. Sauf que pour eux, ça économise des sous. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça économise des sous. Ils vivent que pour économiser des sous et pour en gagner plus, donc bon. Terme du jeu exact, parce que en fait, il va juste traduire une trad approximative de la chose, quoi. Et donc ça se voyait. En fait, ils vont essayer de faire... Donnez-nous le revenu universel et faites pas chier. Eh oui, donnez le fric là. Donnez le fric. Faire des coupes budgétaires... Vous êtes content, vous avez économisé des sous là. Maintenant, donnez l'argent là. Rendez l'argent pour faire le revenu universel là. Énorme en utilisant des IA au maximum. On a par exemple des anciens de DICE qui ont fait un petit jeu de shoot il n'y a pas si longtemps qui s'appelle The Finals, qui utilise déjà par exemple l'IA pour tout ce qui est doublage. Ah ouais, pour tout ce qui est quoi? Qui est doublage. Hein, j'ai pas compris. Longtemps qui s'appelle The Finals, qui utilise déjà par exemple l'IA pour tout ce qui est doublage.
J'ai pas compris. Ah, doublage, ok. Voilà, ce genre de procédé, on va le voir notamment beaucoup plus souvent sur des boîtes un peu moins grosses, je pense, et même après des grosses, parce qu'ils vont pas se gêner, hein, si tout le monde commence à le faire. Si tout le monde l'utilise, à un moment donné, ça va Dès qu'ils vont répondre, pouvoir économiser de l'argent, voilà, ils vont pas hésiter, quoi. Et justement, Electronic Arts semble bien pressé. L'entreprise a présenté en septembre dernier à ses investisseurs un outil alimenté par l'intelligence artificielle pour créer son jeu juste en tapant dans une barre de recherche ce qu'on veut voir dedans. All right. Who are we gonna play as? Make 2 characters with weapons. Oui, c'est comme un Midjourney ou un ChatGPT, mais pour développer des jeux vidéo. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie C'est vide, c'est nul à chier. T'as quoi là? d'avoir? Des jeux qui sont générés par des systèmes qui ont mangé suffisamment de jeux pour espérer pouvoir en refaire d'autres? Est-ce qu'on pense avoir un peu un truc original un jour avec un système comme ça? Ou est-ce qu'on faudrait peut-être continuer à faire un peu confiance à l'humain, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher? Nous, au CEL, on suit de très très près l'IA. Le combat premier du CEL, c'est la propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, un jeu qui serait 100% fabriqué par de l'IA, aujourd'hui, on s'interroge sur comment le droit d'auteur serait protégé de tel et tel éditeur. Donc nous, on revendique, par exemple, pour être super concret, qu'un jeu, il faut qu'il y ait des marqueurs qui permettent de suivre comment il a été fabriqué, quelle dose d'IA il y a. Voilà. Bon, et si on soufflait un peu? Soufflons. On souffle ensemble, c'est parti, soufflons. Ce serait malhonnête de ne pas citer les quelques bons élèves qui subsistent. Des sociétés qui gardent leurs employés et ont refusé d'utiliser l'intelligence artificielle générative. La plus connue s'avère être Nintendo. Ok, je prends des actions chez Nintendo, je retire tout ce que j'ai dit chez Nintendo. Vous êtes les GOAT que vous pensez être. Voilà. Vous n'êtes pas des merdes. Mais en l'occurrence, dans les équipes de développement qui font les Mario, qui font les Zelda, etc., on sait que tu peux envisager une carrière. On sait que tu peux... Voilà, toi qui critiques à Nintendo. Alors, je critique Nintendo parce que, en vrai, parfois, on va pas se mentir, ils vous chient à la gueule. En vrai, on va pas se mentir. Par contre, ils font des jeux sympas, oui. Ça, je dis pas le contraire. Mais des fois, genre le dernier Pokémon, ils vous chient à la gueule. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah non! Bon, j'ai plus d'espace pour continuer l'enregistrement. Je vais devoir retélécharger le live. C'est une dinguerie. Non, il nous chie pas à la gueule, c'est juste niveau graphisme. Bah, ouais, bof, hein. Oui, mais tu prends un exemple comme si d'autres studios faisaient pas de la merde. Non, mais c'est bon, pardon. Je suis en train de me prendre tous les Nintendo là. Non, mais on peut pas leur enlever la bonne conscience et l'intelligence en fait qu'ils ont en matière de développement et de gestion d'entreprise. Voilà. Tirer de la force des enseignements de tes aînés, de gens qui sont devenus des sommités dans leur génération de créateurs de jeux vidéo, et qu'ensuite tu auras potentiellement une chance, et c'est une espèce une culture assez saine, en tout cas qui correspond à la manière, au jeu qu'ils ont envie de faire. C'est intéressant de se poser cette question, et c'est aussi intéressant de se poser la question de ce qu'ont pu faire Nintendo dans des situations de crise où en fait simplement les high executives toucher moins de salaire et volontairement essayer d'éponger les pertes en touchant moins d'argent. C'est tout. Parce qu'en fait, en soi, c'est eux les responsables. Et il y a aussi les Belges de l'Ariane Studios. Ceux-là même qui ont gagné le titre du meilleur jeu de l'année 2023 avec Baldur's Gate 3. Ils sont connus pour leur méthode de travail responsable qui gardent leurs effectifs au fur et à mesure, développent sur le long terme avec des accès anticipés pour bien prendre en compte les meilleurs retours des joueurs, et paient les heures supplémentaires en cas de période de crunch ou surtravail, ce qui n'est pas toujours acquis dans l'industrie. Et ça paye. Baldur's Gate 3 a non seulement raflé des prix dans tous les sens, mais c'est surtout un énorme succès commercial. Les gens ne comprennent pas que si tu mets bien les employés, si tu prends en compte la santé mentale des employés, si tu prends en compte tout ce qu'il y a autour d'eux,
si tu les traites comme des humains finalement et pas comme des enfants à qui tu donnes des ordres, ben ça se passe très bien pour toi parce que les gens seront contents de ta boîte, ils seront heureux et ils travailleront, voilà, comme tu dis Lauriane, seront heureux et ils travailleront bien. Et ça te donnera envie en fait de participer à ce beau projet parce que justement, on t'estime bien dans ton poste, on t'estime bien et on te dit que tu es bien ici et on te le prouve même que tu es bien ici et qu'ils ne veulent pas se séparer de toi. Et ça, c'est banger. Voilà. Plus d'entreprises comme vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec plus de 15 millions de copies vendues dans le monde. L'une de leurs marques de fabrique, ça a été justement de se dire Baldur's Gate 3, on n'aurait pas pu le faire il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas qui on est. Même pour les en tant freelances aussi, qu'équipe. merci. Tout ce qu'on a accumulé nous a amené à un moment là. assez clé où les financements étaient là, où la licence était là, où les joueurs étaient là, etc., nous amène à ce moment clé. Mais en l'occurrence, pour ça, il a fallu prendre des gadins ensemble. Et des gadins, Larian en ont pris un sacré nombre tout de même, avant de créer les Divinity Original Sin, qui sont 2 jeux qui se sont mieux vendus que les autres. Et c'est également intéressant parce que Larian n'est pas une société cotée en bourse. Et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir sa propre stratégie. Alors évidemment, il y a des comptes à rendre parce que ça n'appartient pas aux cofondateurs uniquement, Larian, bien sûr, mais ça n'a pas effectivement à rendre les mêmes comptes durant le bilan trimestriel, durant le semestriel, etc., etc. Le créateur du studio Sven Bimke n'a jamais eu la langue dans sa poche sur l'état de l'industrie et les pratiques qui y règnent. Même lorsqu'il gagne une récompense à une cérémonie prestigieuse, il ne manque pas de s'étendre sur le sujet. Oh, Next, laissez-moi. Oh, hop là, mute. 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 Mute, 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 mute. Le mec pas content, non. Putain! Greed, which has been fucking this thing up for so long, ever since I started, I've been fighting with publishers my entire life, so it's like, and I keep on seeing. Ah, bravo, dis les termes. I keep on seeing the same mistakes over and over and over, and it's always the quarterly profits. The only thing that matters is the numbers, and then you fire everybody, and then like next year you're going to see, shit, I'm out of developers, and you're going to start hiring people again, and then you do acquisitions, and then you put them in the same loop again, and it's just been broken and broken and broken. You don't have to. You just can make reserves, slow down a little bit, slow down on the greed, be resilient, take care of the people, don't lose the institutional knowledge that's been built up in all of those people that you lose every single time, so that you have to go through the same cycle over and over and over. Bravo, monsieur. Bravo, bravo. Je continue Baldur's Gate. Le même cycle, encore et Je l'achète 2 fois même. Et encore. Mais à force de malmener l'industrie, et surtout ceux qui la font, quels en sont les dommages irréversibles? Une chose que le jeu vidéo a perdu pour de bon, en fait, c'est tous les seniors qui se sont fait licencier. Il ne faut pas penser que les talents, ils sont toute leur vie dans un studio ou dans un publisher de jeux vidéo. Il peut y avoir des allers-retours. On est très lié à l'offre, on est lié à des cycles, c'est vrai. Là, conjoncturellement, on perd peut-être quelques talents pour quelques mois, quelques années, mais qui ne manqueront pas de revenir à chaque fois que, voilà. Ils vont pas retourner dans l'industrie. Pour la majorité, ils vont devoir quitter l'industrie, se reconvertir, aller élever des chefs dans la montagne ou que sais-je en fait. L'offre est limitée, la demande est massive. Donc tu sais que si jamais tu dois rechercher un travail, tu vas être en compétition avec des gens qui sont aussi talentueux que toi, voire plus. Tu commences à être un peu âgé, tu commences à avoir 40 piges, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu vas pas recommencer, quoi. Bah non. Moi, imaginons, je suis dev, j'écris 40 000 lignes de code pour un prochain jeu, je pars, j'ai jamais documenté mon code, il n'y a que moi qui le comprends en fait. Et ça veut dire que tout ce savoir-là, on est essentiellement en train de saper toute une génération de personnes qui détenaient le savoir, qui avaient une visibilité sur les productions, qui étaient capables de former les jeunes, et on est en train de tout recommencer depuis zéro. Et tu vois, c'est pour ça que par exemple, dans une licence, parfois, on passe d'un jeu à un jeu suivant et on se dit mais pourquoi cette fonctionnalité qui était présente dans le jeu précédent, elle est plus dans la nouvelle version, dans la nouvelle bouture du jeu. Et ben, l'une des explications, c'est que en fait, à un moment, on a perdu cette compétence, on ne savait plus faire.
et ben voilà, on perd ça. Il y a plein de jeux par exemple qui devaient avoir une composante multijoueur à leur sortie qui ne vont plus l'avoir, des jeux qui devaient être particulièrement longs qui ne vont plus l'être. Attendez-vous à ce que tous les jeux, toutes les licences, tous les studios qu'on connaisse et qui ont une identité, et ben en fait cette identité elle passe au lavage quoi, qu'elle soit complètement déteinte. Eh oui. Bon, récapitulons. Sauvegardons la partie. Wake the fuck up, samurai. Ah ouais. On a une industrie culturelle et tech qui Ils ont perdu la compétence mode studio chez Activision. C'est réel. C'est vrai. vaut plusieurs milliards de dollars. Des investisseurs, parfois déconnectés, qui n'ont pas compris qu'un jeu vidéo, ça prend du temps à se faire. Des joueurs et joueuses, certes nombreux, mais qui se concentrent sur quelques titres, tandis que les grands éditeurs tentent de ressusciter ces mêmes coups d'éclat. On vous sert de la merde sur un plateau et vous y jouez. Mais on aime la merde. Mais sans les créateurs qui en sont à l'origine. Car ces derniers sont peut-être partis, dégoûtés d'une industrie du jeu vidéo qui ne fait rien pour les garder. On a une industrie culturelle dans laquelle il reste encore des gens passionnés, mais qu'on cherche à remplacer. Des créateurs passionnants qui savent encore nous émouvoir, mais pour qui peu de gens s'émeuvent. Alors on a demandé à ses employés, ses petits patrons, ses plus gros patrons, ses experts et bien sûr ses ex-employés, c'est quoi la suite pour le jeu vidéo ? J'adorerais dire on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, mais j'ai l'impression qu'on nous le disait déjà en 2023. Évidemment, on n'est pas sorti complètement de ce contexte économique particulièrement compliqué. Néanmoins, il y a quand même un volontarisme des studios. Il y a des discussions avec les éditeurs qui se sont bien amorcées de nouveau. Enfin, voilà, l'avenir semble s'éclaircir un petit peu. Vous savez, au début des années 2000, je ne veux pas faire le dinosaure, mais l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, elle était donnée pour morte. En fait, il faut se souvenir, elle était donnée pour morte. Le côté cyclique, je comprends qu'on puisse penser que ça va être forcément là, c'est un creux et que du coup ça va repartir parce que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on n'a jamais eu un creux comme ça, jamais. Et on n'a jamais été dans un contexte où des machines pouvaient Il n'a jamais eu de petits creux. générer la moitié du contenu de ton projet en termes d'assets. Et c'est ce contexte inédit, à mon avis, qui va nous faire du mal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Les seniors qu'on a perdus, on les a perdus à jamais. Et on peut imaginer que très très loin au bout du tunnel, le jeu vidéo se porte mieux. Mais mine de rien, c'est des acquis en fait qu'on a dû C'est moi. Il dit des acquis. battre pour avoir, et qu'aujourd'hui on n'a plus quoi. Le jeu vidéo. Bah, je suis pas dans le game jeu vidéo, quoi. Je suis pas dans le game. Tu vas peut-être me reconvertir en game dev. Hein. Ça se trouve, les boîtes, ils attendent que moi. Hein. C'est un objet culturel, c'est une forme d'art. L'art n'a pas besoin du capitalisme pour vivre. Merci. Il n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires. Il faut se souvenir que par exemple, le box-office du cinéma l'année dernière a été dominé par le film Mario Bros. Franchement, je sais pas trop ce que l'industrie va apprendre d'une crise dont la plupart des caractéristiques sont manufacturées en fait. C'est une vision très capitalistique, j'en ai conscience que j'offre. Mais en fait, la réalité, à la fois, les deux feux qu'on regarde, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des jeux de fous qui sortent ? Oui. Est-ce qu'en face, il y a des communautés qui maigrissent ou qui grandissent de fans en face ? Non, ça augmente. Donc les sous-jacents de toute industrie, tout le monde rêverait d'avoir ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi eu un changement de réception de ce type de message chez les joueurs. Là où avant c'était, pour résumer grossièrement, allez crever, je voulais jouer à mon jeu. Là ça devient un peu plus, ouais les gars, Il n'y a pas une augmentation de joueurs et tout. Hein. Prenez le temps, parce que nous on veut un jeu qui est vraiment polish, qui est vraiment terminé, et c'est pas grave, on attendra le temps qu'il faudra. Et ça je trouve que Mais c'est oui, plutôt... c'est ça, c'est le message qui se perd. Les gens sont trop pressés de sortir un jeu, alors que il y a tellement de jeux aujourd'hui, il y a tellement de jeux auxquels tu peux rejouer aussi, et les gens ne prennent plus le temps en fait de créer un bon jeu. Un signe positif pour l'avenir. En fait, tu t'aperçois que derrière peut-être un monolithe qui a l'air de se fracturer, il y a une infinité de créativité absolument remarquable et fabuleuse. Il faut des talents, les garder, bien payer les gens. Il faut convaincre que toute la filière s'aligne pour faire grandir les boîtes. On a trop eu comme objectif la diversité des jeux et pas assez la taille des boîtes. Je pense qu'il faut faire grandir des géants. Je me dis, putain, les gens qui me demandent qu'est-ce que je devrais faire pour commencer le bon bail. Hein. Grandir des géants. Faut surtout éduquer les géants. Excusez-moi, mais. Le jeu vidéo aujourd'hui, ma réponse, c'est la même, c'est ne commence pas, quoi, fais autre chose. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur de leur dire, non, fais pas ça, quoi. On accompagne un public à
détourner un peu le regard et à se dire « Ah ouais, mais en fait, attends, pousse-toi, jeu de 50 heures, là. Regarde cette petite perle indé qui a l'air incroyable et qui n'a été jouée que par 3 personnes dans le monde. Ça a l'air fantastique. » Et moi, c'est ça que j'ai envie de pousser et que j'ai envie de promouvoir. Genre Driver Beyond Horizon, Chant of Sinnar. Chant of Sinnar. Radin, Dredge, Giant Hill, Grid. Que des jeux de fou. Que des jeux de fou. Bravo. Bravo Combini. GG, félicitations. Franchement, très très bonne vidéo. J'ai trop aimé. C'était vraiment cool. Bon, en vrai, j'ai pas trop de mots à dire à la fin. Juste, ouais, je sais pas quoi. Pourquoi le chat il est parti en couille comme ça là? Oh. Pourquoi le chat il s'est barré là? Tu me fais quoi là? Le chat, tu me fais quoi là? Qu'est-ce que tu... Ok. Est-ce que c'est bon là? J'ai fait masse CTRL Z là, ça doit être bon là? Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bah, j'ai dit tout ce que je pensais pendant le React. Hein. Il n'y aura rien de mieux que pour l'instant en tout cas, que les indés. Hein. Les indés en vrai, force. Hein. Vous êtes l'avenir. Hein. Vous êtes l'avenir. Voilà. Sur ce, merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo. Petite vidéo quand même, je pense qu'elle a duré 1h30. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve en live mardi et vendredi à 21h et dimanche à 13h. Et je vous fais encore une fois des gros bisous. Et on se dit ciao, ciao. Bye. Au revoir.